La présidentielle de 2021 continue d'être le chou gras de l'actualité au plan politique. Cette semaine, la conférence épiscopale du Bénin s'est invitée dans le débat préélectoral en invitant les citoyens à procéder à un bilan objectif, critique et constructif du quinquennat qui s'achève. Elle a en outre appelé les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin à œuvrer pour une élection pacifique, inclusive et démocratique en 2021. Quelle portée pour ces recommandations des dignitaires de l'Église catholique romaine réunis en session ordinaire les 18, 19, 20 et 21 octobre dernier à Nati Dengu? On évoque le sujet sur ce numéro de Carré Politique. Le parti Les Démocrates a également été au devant de l'actualité politique cette semaine. Les leaders de cette formation politique de l'opposition en attente de son récépissé ont entrepris une tournée à l'endroit des présidents d'institutions pour exposer leurs craintes relativement au scrutin présidentiel en vue. Cette démarche va-t-elle changer quelque chose dans la perspective des joutes électorales à venir? On explore le sujet avec mes deux chroniqueurs du jour. Il s'agit d'Alphonse Moïse Soulé. Bonjour. Bonjour à vous, Gabin, bonjour à tous. Et face à vous, pour croiser les arguments au cours de ce duel matinal, Cyriaque Dekenou, bonjour. Bonjour, Gabin. Bonjour, mesdames et messieurs, les internautes de BNews TV. Merci, Cyriaque Dekenou, vous répondent à leur façon. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Chers internautes, mesdames et messieurs, vous êtes sur Carré Politique. Tout de suite, les notes de la semaine. Allez, rebonjour donc à vous, chers internautes, et bonjour également à vous, chers confrères. Tout de suite, je vais recueillir vos notes sur cette actualité liée à la conférence épiscopale du Bénin qui a sorti un communiqué final à la suite de sa session ordinaire tenue à Nati Dengu. Quelle est votre note sur cette actualité? 7 pour Cyriaque Dekenou et 7 également pour Alphonse Moïse Soulé. Je vais commencer par vous, Alphonse Moïse Soulé. On connaît habituellement l'Église dans ce rôle-là d'éveiller les consciences, d'opiner sur l'actualité politique nationale. En principe, ce qui a été dit par la conférence épiscopale paraît un exercice familier. Oui, je dis que la conférence épiscopale du Bénin est habituée à sortir des communiqués de la sorte. Et quand vous lisez le communiqué, vous allez constater qu'il y a 9 recommandations. Ils n'ont pas seulement parlé de la politique, ils ont parlé de la COVID-19, ils ont dit beaucoup de choses. Mais ils se sont appesantis sur la situation que nous traversons, la période préélectorale, notamment où ils ont demandé, dans la recommandation numéro 4, ils ont demandé à tous les Béninois, à tous les compatriotes, notamment aux hommes politiques, de faire un bilan objectif, constructif et critique. C'est-à-dire quoi? Que vous soyez pro-talon ou anti-talon, vous devez pouvoir dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce que vous proposez. Donc ce n'est pas la peine de farder la vérité. On demande à chacun d'être dans le vrai. Et c'est en cela que j'apprécie régulièrement les sorties de la conférence épiscopale qui éveillent les consciences, qui rappellent aux uns aux autres ce que nous devons faire pour maintenir la cohésion sociale. Et dans la recommandation numéro 5, ils ont parlé d'élections transparentes, libres et inclusives. Donc, ils demandent à ce que l'on donne la possibilité à tous les Béninoises et Béninoises qui sont capables de diriger ce pays, de participer à l'élection présidentielle. Donc, ils demandent forcément à ceux qui nous dirigent de poser des actes allant dans la consolidation de la paix sociale et allant dans la consolidation de la cohérence entre les Béninois. D'accord. On va certainement aller au fond de ce communiqué-là tout à l'heure. Cyriaque Dekenou, vous avez donné également 7, tout comme le confrère. Qu'est-ce qui explique cette note? Non, cette note s'explique déjà par le fait que la conférence épiscopale du Bénin, depuis déjà 90, fait l'effort de jouer son rôle d'avant-gardiste en ce qui concerne quand même, disons, la démocratie béninoise. Et c'est heureux qu'une fois encore, cette conférence épiscopale essaye un tant soit peu d'attirer l'attention du peuple béninois sur la nécessité pour tout un chacun de nous de préserver la cohésion nationale, la démocratie et la paix. C'est très important, surtout lorsque nous savons la place toute particulière qu'occupe l'Église catholique
dans notre histoire politique. En 90, c'était Monseigneur Isidore de Souza qui était désigné et qui avait dirigé cette conférence nationale des forces vives de la nation. Et il faut également aussi préciser, tel que Alphonse le disait tout à l'heure, que cet appel de la conférence épiscopale constitue un appel habituel, puisque à la veille de chaque élection, effectivement, la conférence épiscopale fait quand même, disons, sa sortie. Et même à l'issue de ces sessions. Pour quand même attirer l'attention des uns et des autres sur certains sujets d'actualité, mais beaucoup plus sur la nécessité de préserver la paix et la démocratie. Il y a eu des recommandations fortes qui ont été faites et ces recommandations appellent beaucoup plus à l'organisation d'une élection inclusive, ouverte et consensuelle. Et en ce qui concerne également aussi cette question liée à la nécessité pour tout un chacun de nous de faire une analyse non subjective, mais plutôt une analyse objective de ce qui a été réalisé. C'est un appel pour que nous ne versons pas, quand même, disons, dans des analyses subjectives qui nous amènent quand même à tourner le dos au développement parce que peut-être la tête de X ou Y ne nous plaît pas. Donc que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, c'est un appel qui nous interpelle, c'est un appel qui doit quand même, disons, nous appeler à prendre davantage conscience de la nécessité pour nous de préserver la paix à la veille de cette élection présidentielle de 2016 de 2021 qui nous attend. C'est vrai que nous, l'Église a effectivement appelé les fidèles, le peuple, les citoyens en général à dresser un bilan critique, objectif et constructif du Bénin. Mais est-ce que, en définitive, c'est le bilan qui fait élire chef d'État, qui fait relire chef d'État? Non, vous savez, généralement, dans la plupart de nos pays, surtout dans les pays d'Afrique subsaharienne, les populations ne votent pas en réalité pour le projet d'un candidat, non. En réalité, les populations votent par sanction. C'est-à-dire que nous votons peut-être parce qu'il y a ainsi qui peut-être a eu un certain nombre de comportements qui, au-delà de tout, ne nous plaît pas et puis on vote. Et c'est d'ailleurs ce qui explique habituellement le fait que vous allez voir que les Béninois sont habitués à regretter leur ancien chef de l'État. Kérékou est parti par un coup d'État et Kérékou est parti par la conférence des forces vives de la nation. Après la conférence de la nation, Soglo est venu. C'est-à-dire quoi? On a voulu se débarrasser de quelqu'un qu'on a trouvé peut-être comme un dictateur ou quelqu'un qui, quand même, disons, a hypothéqué le développement de toute une nation. Soglo est resté là jusqu'en 96, mais on a dégagé Soglo pour amener le même Kérékou que l'on traitait de dictateur et de tous les noms d'oiseaux, parce qu'on l'a regretté. Vous voyez? Et le même phénomène s'est poursuivi. Et le même phénomène s'est poursuivi. Regardez, je vous donne un simple exemple. En 2001, par exemple, c'est que les populations se sont levées et ont voté massivement pour Nicéphore Dieudonné Soglo. On sait ce qui s'est passé par la suite jusqu'à cette affaire de match amical, et qui a eu lieu. Yahi Boni est venu. Yahi Boni, juste après son premier mandat, on a tout fait de commencer par regretter Mathieu Kérékou, soit disant que vraiment Mathieu Kérékou, qu'on le regrette. Boni Yahi est parti aujourd'hui. Boni Yahi qui a quitté le pouvoir en 2016. Et je me rappelle quand même, disons, de cet événement très pathétique, c'est-à-dire quoi, lorsqu'il quittait le pouvoir, lorsqu'il passait le témoin à son successeur, les Béninois sont allés jusqu'à jeter des pierres à son domicile. Mais au fait, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, un certain nombre de nos compatriotes trouvent que Boni Yahi est mieux que celui qui est. Donc, cette analyse politique nous amène à comprendre combien de fois nous sommes dans un environnement politique où les Béninois ne votent pas pour le programme d'action d'un chef, non. Mais c'est-à-dire, mais plutôt quand même, disons, c'est qu'on vote par sanction. D'accord. Et puis, nous sommes habitués. Donc, cet appel de la conférence épiscopale, cet appel est un appel quand même, disons, qui doit nous amener à nous départir de cette mauvaise habitude qui consiste quand même, disons, à analyser les choses de façon subjective, mais à mettre l'accent sur les réalisations, à mettre l'accent sur la cohérence entre quand même, disons, c'est que les actions et le discours prononcé pour pouvoir élire le prochain président de la République. Et c'est un appel vraiment qui doit amener les uns et les autres
à recentraliser le débat politique pour qui faire un choix doit éclairé aller en au-delà 2021. des questions des investissements et autres qui, quand même, D'accord. la Merci donc, béninoise. que nous, effectivement, à l'issue de cette session ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin, on a plaidé également, les évêques ont plaidé pour des élections démocratiques, libres, inclusives, un discours tenu par les opposants. Doit-on dire aujourd'hui, Alphonse Moïse Soulé, que l'Église a également des craintes par rapport à cette élection? Non, vous savez, les évêques vivent dans les églises vivent dans des communautés. Et les évêques, les prêtres reçoivent régulièrement des hommes politiques avec qui ils discutent, donc ils écoutent un peu ce qui se dit dans la société. Ils ne sont pas en dehors de la société. Si il y a un évêque qui vient en dehors de la société, c'est qu'il a raté sa vocation. Et puis, ils ont aussi pour vocation d'écouter des conseils. Donc, ils ont suivi un peu. L'actualité. Ils suivent un peu l'actualité. Ils ont constaté que avec le principe de parrainage, forcément, il y aura exclusion. Parce que je dis et je répète, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un. L'Église ne l'a pas dit en ces termes. Ils ont juste fait une recommandation, un plaidoyer pour que... Justement, et je dis, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un qui ne fait pas partie de votre parti politique. Parce que quand on fait partie d'un parti politique, on développe la même philosophie politique. Et j'ai dit, à cet allure-là, l'Union progressiste ou le Bloc républicain ne peuvent pas parrainer notre candidat. Ce n'est pas possible. Vous parrainez un candidat, c'est que vous lui apportez votre soutien. Et les actes qu'il pose sur le terrain pendant la période électorale vous engagent dans la mesure où c'est vous qui lui avez accordé votre signature pour qu'il aille aux élections. Et je dis, l'Église catholique, ce n'est pas pour la première fois que l'Église a tiré sur la sonnette d'alarme. Oui. Et je crois qu'on ferait mieux. Je parle que ce soit ceux de la mouvance, que ce soit de l'opposition, le message est adressé à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons des élections libres, transparentes, pacifiques et inclusives? Il y a des actes forts à poser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui divise tout le monde? C'est le principe de parrainage qui divise tout le monde. Mais curieusement, l'Église n'a pas parlé de ça. On n'a pas vu... non, l'Église ne peut pas parler de ça. Quand l'Église on aurait aimé avoir également la position, n'est-ce pas, de la conférence épiscopale sur cet aspect de la chose qui fait aujourd'hui un grand débat dans le pays. L'Église ne peut pas s'impliquer dans ce débat. L'Église donne des conseils, l'Église fait des recommandations. Et nous, on interprète. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui permettre au Bénin d'organiser une élection libre, transparente et inclusive? C'est que tous ceux qui sont à même de diriger ce pays, ceux qui pensent qu'ils ont les capacités intellectuelles, les facultés de diriger ce pays, ils se portent au niveau des populations pour recueillir le suffrage. Mais il y a que, aujourd'hui, il y a le principe de parrainage qui les bloque. Si nous devons respecter le principe de parrainage, c'est qu'on aura un seul candidat. On aura un seul candidat. Ce qui ne serait pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable parce que la FCBE n'a pas 15 parrains, ne peut pas obtenir les 15 parrains. Le candidat de la FCBE... C'est vous qui le dites comme ça, non. Alphonse Moïse Soulé. Si nous respectons le principe... oui. Vous ne pouvez pas aller... Mais aujourd'hui, il y a des ouvertures aujourd'hui. Le débat a évolué, est en train d'évoluer par rapport le débat est en train d'évoluer. Parrainage, on ne peut pas aujourd'hui présager ce que... La seule chose qui peut faciliter ce que nous disons là, c'est que le principe de parrainage soit sauté et qu'on donne la possibilité. La Sénat a les moyens... Ça, c'est votre avis. La Sénat a les moyens de filtrer les candidatures fantaisistes. Parce que le parrainage, c'est pour limiter les candidats fantaisistes qui se présentent juste pour arranger leur CV. On peut mettre en place la Sénat à ce filtre-là pour nous permettre d'avoir quand même au moins 3, 4, 5 candidats maximum. D'accord. Le parrainage continue d'en parler. Vous voulez ajouter un mot? Je vous vois sourire quand le confrère... Non, c'est vrai. Il faut quand même, disons, il est quand même important que nous évitions de faire le mélange des genres parce que la conférence épiscopale, c'est vrai, lance un appel à la société béninoise tout entière. Oui. Vous voyez, à l'approche, quand même, disons, c'est que d'une élection très cruciale. Oui. Et je crois qu'au-delà de tout, sans porter le manteau d'acteur politique, et la conférence épiscopale joue ce rôle-là au nom de la paix. Vous voyez. Et la conférence épiscopale n'est pas allée sur cette question du parrainage, mais tout au moins cet appel doit, à notre avis, être analysé comme un appel qui s'adresse à tous les acteurs politiques, c'est-à-dire qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Parce que ça soit du côté... Est-ce que sur la question, la mouvance n'a pas beaucoup plus d'efforts à faire? Elle n'est pas beaucoup plus interpellée sur ce sujet. J'en viens, vous savez, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, chacun des acteurs
a sa responsabilité à jouer pour qu'il y ait quand même, disons, une élection apaisée, parce que même si le pouvoir de son côté engage toutes les mesures pour qu'il y ait quand même, disons, une élection apaisée et que toutes les conditions d'une transparence sont quand même réunies, cela n'empêche pas, cela n'annule pas le fait qu'il pourrait y avoir dans le rang de l'opposition des acteurs qui pourraient jouer au pyromane, c'est-à-dire que tout, nous avons qui ont intérêt à ce que tout qui ont vraiment cet intérêt-là. Vous voyez, non, c'est que les ventes en guerre, ça ne manque pas. Donc, cette nécessité, cette déclaration de la conférence épiscopale nous invite quand même, disons, tout un chacun de nous à jouer notre rôle. C'est vrai, c'est vrai et qu'il faut le reconnaître que le pouvoir a une grande part de responsabilité à jouer parce que c'est le pouvoir qui organise les élections. Mais au-delà de tout, il faudrait que chacun des acteurs, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, se donne la main pour que nous ayons une élection apaisée, une élection libre et transparente. Mieux, je ne voudrais pas quand même rentrer dans certaines questions d'appréciation liées à la question du parrainage, aux ouvertures possibles et puis au blocage éventuel. Cependant, j'aimerais quand même, disons, dire ceci. Aujourd'hui, nous savons à l'état actuel des choses que nous pouvons prendre chaque acteur au mot. Parce que lorsque l'on dit que le parrainage a ouvert et lorsque des députés vont jusqu'à déclarer qu'ils sont prêts à donner leur parrainage aux uns et aux autres. Ils l'ont dit, mais rien ne écoutez, au fait, vous ne gagnez absolument rien à préjuger. À douter de la parole. À préjuger quand même, ou bien à douter de la parole d'un certain nombre de personnalités qui disent qu'elles sont prêtes à donner leur parrainage. Le plus important d'abord, c'est d'y aller, c'est de rentrer dans les négociations, quitte à peut-être, c'est que tirer le son des blocages éventuels qu'il pourrait y avoir. Cet appel de la conférence épiscopale, cet appel est un appel vraiment à saluer et nous exhortons les uns et les autres quand même, disons, à prendre cet appel pour s'en servir, pour qu'il y ait une élection transparente, inclusive et apaisée. D'accord, merci Cyriaque Dekenou. Alphonse Moïse Soulé, on connaît l'Église habituellement, qui s'est impliquée historiquement dans beaucoup de crises sociopolitiques dans le pays, autant, comme le rappelait le confrère de Monseigneur Isidore de Souza, un acteur clé de la conférence nationale des forces vives de 90. On a connu également autant du cardinal Bernardin Gantin s'impliquer dans la gestion des crises. Aujourd'hui, l'Église semble se confiner dans son précaré. On ne la voit pas véritablement engagée. Qu'est-ce qui explique ce désintérêt des choses ici? L'Église jouait la médiation. Ce serait pas mieux? Non, vous savez, à un moment donné, il y a des acteurs politiques qui ont accusé l'Église catholique de prendre parti pour un homme politique. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des acteurs qui l'ont dit ouvertement. On a estimé que l'Église catholique colportait les rumeurs qui sortaient de la société. Et l'Église, par rapport à ça, l'Église ne fait pas de la politique. L'Église constate et l'Église recommande. Aujourd'hui, si on sollicite la médiation de l'Église, parce que quand on parle d'élections libres, transparentes et apaisées, que forcément, ce sont des lois de la République qui organisent les élections. Et vous savez très bien qu'il y a des lois chrysogènes, il y a des lois qui ont entraîné de grands débats. Donc, l'Église, de façon à mot couvert, demande que tout ce qui peut constituer un blocage pour que nous ayons des élections inclusives, tout ce qui peut constituer un blocage pour que nous ayons des élections libres et transparentes, que tout cela soit revu et corrigé. Et le message est adressé à tout le monde, et notamment ceux qui sont chargés de légiférer, ceux qui sont chargés de mettre en application les lois. Et on demande aussi par là à l'opposition de s'organiser pour éviter. Ce n'est pas forcément que le message est adressé à quelqu'un de bien déterminé, mais on parle à tous les Béninois. Quand on parle d'élections apaisées, c'est sur le terrain. Ceux qui sont chargés de faire la campagne, ceux qui sont chargés de faire de porte-à-porte, c'est dans le discours d'éviter la xénophobie, dans le discours d'éviter les agressions verbales. Donc cet appel implique beaucoup de choses. Et ils ont même demandé que l'on pense un peu aux acquis démocratiques issus de la conférence nationale. Donc il faut dire qu'on demande aux Béninois, aux hommes politiques béninois, de revisiter l'histoire du Bénin. Qu'est-ce qui a fait du Bénin la force? Et je dis, la conférence épiscopale, le prélat, ils vous souviennent que le 15 août 2015, déjà, le Monseigneur Gagné, en tant que président de la conférence épiscopale du Bénin, avait déjà adressé une lettre ouverte aux candidats. Et quand vous lisez un peu la lettre, il avait déjà
un certain nombre de crises se déroulent aujourd'hui qu'il avait déjà prédit. Il avait dit, voilà ce qui se passerait si l'un d'entre vous était candidat. Il a dit. Et quand vous relisez cette lettre-là, vous constatez qu'il avait déjà la vision. On dirait qu'il savait ce qui allait se passer. Malheureusement, quand il a parlé, c'est rentré dans les oreilles de sourds. Personne n'a voulu l'écouter. Aujourd'hui, l'Église revient au devant de la scène. Parce que l'Église n'a pas intérêt à ce que les fils d'un même pays soit divisé. Et l'Église, la conférence épiscopale ne s'adresse pas aux chrétiens, il s'adresse à tout Béninois de toute confession religieuse. D'accord. Et Sirach de Kenou, est-ce que l'Église, selon vous, a la clé de la résolution des dissidences, des divergences autour des lois électorales actuellement? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous savez, aujourd'hui, qu'il y ait je ne vois pas encore à l'état actuel, quand même, disons, une situation chrysogène au point où l'on assoit véritablement à faire appel à la conférence épiscopale pour qu'elle puisse tenter de résoudre une quelconque crise. Là où nous en sommes, nous sommes sur un chemin. Et j'avoue en toute honnêteté que il faudrait savoir que nous sommes en politique et que le plus important aujourd'hui pour les différents acteurs, c'est de tirer les conséquences de ce qui se passe et d'essayer un tant soit peu de prendre, et là je lance un appel à l'opposition de prendre le pouvoir au mot. Vous savez, lorsque vous avez des acteurs politiques qui disent qu'ils sont capables de vous parrainer, ok, il n'y a pas de souci, engagez-vous dans la bataille. Vous voyez, maintenant, ce n'est que lorsque vous voyez que vous ne parvenez pas à obtenir le parrainage à cause quand même d'un certain nombre de blocages, que vous serez véritablement en mesure de dire et de tirer les conclusions pour quand même dire aux uns et aux autres qu'il y a une velléité de vous bloquer pour que vous ne soyez pas candidat. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas encore là, mais il faut quand même prendre des précautions pour éviter qu'on aille jusqu'à être surpris au dernier moment. Malheureusement, les députés qui ont voté la loi sur le parrainage ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils mettent dans cette loi. Il faut des gens pour le leur interpréter. C'est dangereux pour un pays. Ça, c'est vous qui le dites. Vous voulez certainement faire allusion à cet appel fait à la Sénat, n'est-ce pas, pour expliquer le processus de préorganisation de ce volet-là. On va aborder, avec votre permission, chers confrères, le deuxième sujet de notre décryptage de la semaine qui a rapport aux démocrates, les démocrates qui ont effectué leur entrée politique cette semaine. Avant ça, qu'on continue de nouer des contacts à l'endroit des présidents d'institutions par rapport à un certain nombre de craintes qu'ils auraient par rapport aux prochaines élections présidentielles, justement. Reprenez donc vos plaquettes, chers confrères, pour noter cette actualité. Alphonse Moïse Soulé, je suis à vous. 7 pour Alphonse Moïse Soulé. Sirach de Kenou, 7. Alors, sur la démarche des démocrates, ils sont allés voir le président de la Cour constitutionnelle. Avant ça, ils ont été voir les dignitaires de culte, la présidente de la Haute Cour de justice également. Est-ce que toute cette démarche-là va aboutir à quelque chose? Bon, déjà, il faut saluer cette démarche des responsables du parti, les démocrates, qui aujourd'hui sont toujours en attente de leur récépissé d'enregistrement. C'est une démarche salutaire qui va à l'opposé de celle d'un autre opposant qui, quand même, disons, est dans une position de ne croire en personne, de n'aller vers personne, c'est-à-dire dans une position presque d'insurrection ou de pyromane, tel que je le disais tout à l'heure. Vous savez, le jeu politique, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que les positions peuvent varier d'un instant à l'autre. Et qu'on le veuille ou pas, les différents acteurs ont des liens et ont des relations qui peut-être aujourd'hui se sont refroidis, mais qui peuvent du jour au lendemain quand même évoluer. Que les responsables du parti, les démocrates, se lèvent pour aller voir le président de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, ils étaient même avec la conférence épiscopale, et je crois, il y a de cela quelques jours, ouais, et les responsables de l'Église catholique, il y a de cela quelques jours. Donc, tout cela dénote... Cela confirme qu'il y a des craintes. Ils n'ont pas obtenu leur récépissé tout cela, pour formaliser leur parti politique, alors que d'autres l'ont eu en un temps record. Tout cela dénote quand même, disons, de la volonté de ces responsables, des responsables du parti, les démocrates, de participer aux prochaines élections présidentielles
Et non seulement au-delà de ça, de préserver quand même, disons, la paix au Bénin. Maintenant, quitte à ces responsables, à ces présidents d'institutions, de les aider ou bien quand même, disons, de veiller également aussi à ce que tout ce qui constitue leur crainte, tout ce qui constitue peut-être quand même, disons, leur inquiétude soit résolu. Donc moi, pour ma part, j'avoue en toute honnêteté que j'apporte quand même, disons, mon carton vert, quand même, disons, à cette démarche des responsables du parti, les démocrates. Et je ne doute pas un seul instant que cela puisse quand même, disons, contribuer à ce que les deux acteurs qui aujourd'hui sont au devant de la scène, c'est-à-dire quoi, l'opposition et la mouvance, puissent quand même, au-delà de tout, s'accorder les violons pour trouver un terrain d'entente pour que les différents problèmes soient résolus. D'accord. Alphonse Moïse Souré, vous avez certainement eu l'occasion de parcourir ces discours prononcés par le président du parti Les Démocrates, Éric Ngoundété, à l'occasion de leur entrée politique, où il a émis un certain nombre de griefs, de craintes. Il a exprimé les craintes de leur formation politique par rapport au scrutin. Comment trouvez-vous? Non, je crois que j'ai écouté attentivement le discours du président Éric Ngoundété. Comme je le dis, c'est un discours diagnostique. C'est un discours diagnostique par rapport à la gestion de notre République commune depuis avril 2016 jusqu'à ce jour. Ils ont exprimé des craintes, ils ont exprimé des exigences. Je crois que Et vous trouvez ces craintes-là fondées? Oui, vous savez, la première crainte, c'est... Il parle de leur récépissé, oui, s'inquiète. C'est capital. Mais la procédure suit son cours. Oui, mais ils ont fait la démarche, comme l'a dit Sirac tout à l'heure, c'est une ouverture d'esprit. Ils sont allés auprès des responsables d'institutions pour qu'ils jouent un rôle de plaidoyer. Parce que là, nous sommes sur un terrain purement politique. Hein. Est-ce qu'ils ne devaient pas attendre qu'on leur notifie le rejet avant d'y aller là? Non, vous savez... Apparemment, ils semblent prêter des intentions au ministère de l'Intérieur. Ils ne prêtent pas des intentions. Vous savez tout ce qui s'est passé. Ils sont en train d'anticiper. Ils veulent aller vite. Mais cela n'a pas empêché les responsables du parti quand même de se prononcer sur un certain nombre de choses. Quand ils parlent de l'audition de la liste, il faut auditer la liste électorale. C'est normal. Ils ont demandé que l'opposition, le parti, les démocrates, soient représentés dans tous les démembrements de la Sénat. C'est une, je crois, exigence normale. Parce que là, il a rappelé, je te surveille, tu me surveilles. Cela pourrait éviter éventuellement toute tentative de fraude sur le terrain. Et ce qu'ils disent, ils participent, comment on appelle, à l'enracinement de la démocratie. Cela participe au fait qu'à la fin de l'élection présidentielle, personne ne pourrait contester. Si toutes les tendances politiques sont représentées dans les instances chargées d'organiser l'élection présidentielle, il n'y aura pas de problème. Mais quand certains vont se sentir marginalisés, quand ils vont se sentir qu'ils ne sont pas représentés au niveau où un certain nombre de décisions doivent être prises, ça va poser problème. Donc je crois qu'on les a écoutés et on attend de ceux qui sont interpellés à travers ce discours du président Ngoundété de poser des actes. Parce que ça va rejoindre un peu l'une des recommandations de la conférence épiscopale qui demande des élections apaisées. Donc pour vous, si tout ce qu'ils ont évoqué, si ça n'aboutissait pas, est-ce qu'on est en droit de craindre une autre crise électorale? Non, ce n'est pas évident. Encore que la première chose, la première condition qu'ils posent, ils veulent avoir leur récépissé. Et vous savez très bien qu'il y a des démarches qui ont été menées. On leur a demandé de faire des corrections. Le président Ngoundété disait que ça fait déjà 80 jours que cela est passé, ils n'ont pas eu leur récépissé, alors que de formation en 2 semaines. Donc, il faudrait que le ministre de l'Intérieur fasse diligence pour qu'on n'accuse pas le ministère de l'Intérieur de complicité ou bien de blocage. Ils n'ont qu'à jouer le rôle qui leur est dévolu. Et demain, le peuple, on les prendra pour dire chacun, que ce soit les responsables des partis, du parti, les démocrates et le ministère, chacun joue son rôle. D'accord. Sirac Dekenou, vous avez aussi certainement parcouru ce discours du président Éric Ngoundété là, où il demandait à l'opposition, ceux-là qui aujourd'hui observent les choses, de transcender leurs égos pour quand même se fédérer dans une union de toute la classe opposante pour obtenir la restauration des libertés aujourd'hui dans le pays. Est-ce que vous voyez cette opposition-là avec ce que vous avez décrit tout à l'heure, où on sent un acteur politique qui se désolidarise pratiquement du reste du lot? Vous savez, vous pensez que l'opposition peut réaliser cela?
l'opposition béninoise a deux véritables problèmes. Lesquels? Le premier problème dont souffre cette opposition est lié quand même, disons, à la qualité des différents acteurs qui la composent. Et le second problème dont souffre cette opposition est lié à son caractère hétéroclite. Hétéroclite en ce sens où, d'abord, au niveau de la qualité des différents acteurs, vous avez des acteurs qui, chacun d'entre eux, pense avoir quand même, disons, la meilleure option pour peut-être gagner l'élection présidentielle de 2021 ou bien pense avoir la meilleure option pour dégager le président Patrice Talon du pouvoir. Ce qui, moi, à mon humble avis, est une illusion. Est une illusion. Et c'est véritablement ahurissant que des acteurs politiques qui, pour la plupart, prétendent mener le même combat, ne soient pas en mesure de s'unir pour pouvoir quand même aller au devant de la scène. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le parti Les Démocrates souffre d'un véritable problème. Et je pense que ce problème-là va continuer jusqu'après l'élection présidentielle de 2021. C'est le fait qu'aujourd'hui, ce parti politique d'opposition s'est vu dévancé dans les actes juridiques par la FCBE, qui aujourd'hui sont considérés comme la seule formation politique d'opposition existant en République du Bénin. Ce qui voudrait dire quoi? Cette demande relative à l'insertion de ces membres au niveau des différents démembrements de la Sénat, certes, elle est une demande très légitime, mais qui ne sera pas accordée aux démocrates. Mais au finish, ce sont les responsables des FCBE qui pourront quand même, disons, représenter toute l'opposition au sein de Sénat. Donc, ce qui voudrait dire que le problème de départ, c'est-à-dire cette absence de cohésion au niveau de l'opposition, est un problème qui aujourd'hui quand même fait que les FCBE, même si on les accuse quand même, disons, de tout et de rien, et ont pris quand même, disons, de l'avance sur cette classe politique au point où on en arrive parfois où l'on ne considère pas forcément les responsables du parti, les démocrates, comme des acteurs, des interlocuteurs légitimes ou légaux. D'accord, merci. Alphonse Moïse Souré, nous sommes pratiquement au terme de cette émission-là. Je vais vous arracher quand même un mot de fin sur cette actualité. Vous pensez que les opposants peuvent aujourd'hui transcender leurs égos comme le dit dans le problème, c'est pas, il faudrait que la FCB se dise que à elle seule ne peut pas gérer l'opposition. Mais le problème de l'opposition, il a rappelé, il ne veut pas dire son nom, c'est les sorties intempestives de candidats Zanaï qui pensent qu'il peut. Il a la science infuse, il a la stratégie. Aujourd'hui, je dirais au président candidat Zanaï, il y a une crise de confiance entre lui et les autres membres de l'opposition. Vous ne pouvez pas avoir été amis longtemps de Patrice Talon et du jour au lendemain lui tourner dos. C'est ce qu'on lui reproche. On estime qu'au niveau de l'opposition, il n'est pas sincère dans sa démarche, c'est ça que vous voulez dire. C'est ce que les gens lui reprochent. C'est pas moi qui le dis quand vous les suivez. Aujourd'hui, candidat Zanaï, il détonne par rapport aux autres partis de l'opposition. Donc,